j'ai refusé de changer la date de mon mariage pour la retraite à Bali de ma sœur. Alors mes parents l'ont boycotté. Apprends-moi l'humilité, a dit papa. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas pleuré. Jusqu'à ce que mon mari se lève lors de la réception et dise. Les 200 invités dans la salle se sont tus. Je m'appelle Mélissa Unoa, et j'ai 31 ans. Et le 18 octobre 2025, mes parents ont boycotté mon mariage, ce mariage que j'avais planifié pendant des mois, avec 200 invités, tout simplement parce que j'avais refusé de changer la date, pour m'accommoder aux vacances de ma sœur à Hawaï. Ils ne se sont même pas présentés. 2 sièges, au premier rang, sont restés vides. Tout le monde l'a vu. Tout le monde a compris. Avant cela, mon père m'avait dit très clairement, si tu ne changes pas la date du mariage, ne t'attends pas à ce que nous soyons là. Nous allons te donner une leçon. Et ils ont tenu parole. Les chuchotements ont commencé, avant même que la cérémonie ne débute. Les gens essayaient d'agir normalement, mais leur absence était un vide trop grand pour être ignoré. Ils n'avaient aucune idée de ce que mon mari, James, avait préparé. Ils ne savaient pas ce qu'il avait découvert. Et ils ne savaient absolument pas qu'à 20h23 ce soir-là, il se lèverait lors de notre réception, pour dire à tout le monde dans cette salle, une chose précise. Une chose, dont je suis certaine, que mes parents ne voulaient que personne ne sache. C'est à ce moment-là, que tout a basculé. Et quand je dis tout, je parle de leur réputation, de leur entreprise, et de leur emprise sur ma vie. Voici ce qui s'est passé. Tout a commencé, comme toute bonne histoire, avec de l'espoir. Le 17 décembre 2023. James m'a demandé en mariage, aux Ilker Park, à Austin. C'était simple, parfait. Une couverture sous les chênes, des guirlandes lumineuses, qu'il avait lui-même accrochées, et une bague que sa grand-mère avait portée, pendant 60 ans. Quand j'ai dit oui, je me suis senti, comme la femme la plus chanceuse au monde. Le lendemain matin, j'ai appelé mes parents. Ma mère a pleuré. Des larmes de joie, pensais-je. La voix de mon père était chaleureuse, presque fière. Mélissa, a-t-il dit, nous sommes tellement heureux pour toi. Nous t'aiderons, par tous les moyens possibles. J'aurais dû enregistrer cet appel. J'aurais dû le conserver, mais je ne savais pas encore que j'aurais besoin d'une preuve de leur gentillesse. Une semaine plus tard, ma mère a abordé le sujet, lors d'un déjeuner dans leur maison, à Westlake Hills. La maison dans laquelle j'ai grandi, avec ses plans de travail en marbre, et ses plafonds voûtés, le genre de maison, qui crie la réussite. Mon père, Lawrence, possède 3 concessions automobiles, à travers Austin. Toyota, Honda, la totale. Ils ne sont pas milliardaires, mais ils sont à l'aise. Très à l'aise. Leur valeur nette se situe autour de 4,5 millions de dollars. Ma mère, Diane, a posé son verre de vin, et m'a souri. Mélissa, chérie, tes grands-parents ont laissé quelque chose pour ça, pour ton mariage. J'ai cligné des yeux. Comment ça? Le fonds en fiducie, a-t-elle dit, comme si c'était une évidence. Quand grand-mère et grand-père sont décédés en 2019, ils ont mis de l'argent de côté, spécifiquement pour ça. 120 000 $, pour le premier de leurs petits-enfants, qui se marierait. Ma gorge s'est serrée. C'est moi. Oui, mon cœur. C'est toi. J'ai senti des larmes piquer mes yeux. Mes grands-parents étaient partis, depuis presque 5 ans. Mais à cet instant, je les ai sentis. J'ai senti leur amour, voyager à travers le temps. Ils avaient voulu cela, pour moi. Ils l'avaient planifié. Nous veillerons à ce que tu aies un beau mariage, a ajouté mon père, de l'autre côté de la table. Il faisait défiler l'écran de son téléphone, levant à peine les yeux, mais son ton était catégorique. Tu es la première petite fille à te marier. Cet argent, il est à toi. J'ai serré ma mère, dans mes bras. J'ai remercié mon père. Je suis sorti de cette maison, en flottant, en me disant, pour une fois, il me voit. Pour une fois, je suis la priorité. J'aurais dû être plus lucide. En avril 2024, James et moi avions visité 11 lieux de réception. Nous étions épuisés. La plupart des endroits étaient complets, atrocement chers, ou tout simplement inadaptés. Puis,
nous avons trouvé le Barton Creek Resort and Spa, le pavillon panoramique, avec ses guirlandes lumineuses en extérieur, sa vue sur la région des collines, et sa capacité d'accueil, de 200 invités. Je suis entré, et j'ai eu un coup de cœur. C'était l'endroit idéal. Nous le prenons, ai-je dit à la coordinatrice, Jenna Morrison, une femme dans la quarantaine, avec des yeux doux, et un agenda en cuir. Le 18 octobre 2025. Jenna a souri. Parfait. C'est dans 18 mois. Vous êtes intelligent, de réserver tôt. Les mariages d'automne, ici, partent très vite. L'acompte était de $8,500, non remboursable. James et moi l'avons divisé, en puisant dans nos économies. Nous avons signé le contrat, le 3 avril 2024. J'ai envoyé par texto à mes parents, une photo du pavillon. La réponse de ma mère est arrivée en quelques minutes. Chérie, l'endroit est magnifique. Le 18 octobre, c'est parfait. La météo d'automne, de belles photos. Nous avons hâte de te célébrer. J'ai sauvegardé ce texto. Je ne savais pas pourquoi, à l'époque. Peut-être qu'une partie de moi sentait déjà la tempête approcher. Ma sœur, Claire, a 28 ans, soit 3 ans de moins que moi, mais on pourrait croire qu'elle est de la royauté, vu la façon dont mes parents la traitent. Elle est influenceuse, dans le domaine du style de vie. 156 000 abonnés sur Instagram, sous le nom de Claire Luxe Life. Elle publie des photos de coucher de soleil à Bali, de cafés européens, de retraites de bien-être. Le genre de contenu qui vous donne l'impression que votre vie est ennuyeuse. Elle n'a jamais eu de vrai travail. Mes parents financent tout. Le loyer, la voiture, les voyages. Ils appellent ça soutenir ses rêves. Moi, j'appelle ça l'entretenir dans ses illusions. En grandissant, Claire a eu droit à des cours de danse classique, des leçons de piano et un camp d'art à Santa Fe. Moi, j'ai eu le droit à « Mélissa, tu es tellement responsable, tu n'as pas besoin d'aide ». Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, avec mention, mon père a dit « C'est bien, chérie ». Et il s'est remis à regarder le football. Quand Claire a publié son premier réel sur Instagram, qui a atteint 10 000 vues, mes parents ont organisé un dîner de fête. J'ai appris très tôt que je n'étais pas l'enfant prodige. J'étais celle sur qui on pouvait compter, celle qui s'en sortirait, toujours bien. À Thanksgiving 2019, juste après la mort de mes grands-parents, mon père a dit une chose que je n'ai jamais oubliée. Nous étions assis autour de la table, et Claire parlait de ses projets pour devenir influenceuse. Mon père l'a regardée, avec cette lueur dans les yeux. Claire va accomplir de grandes choses, a-t-il dit. Elle a cette étincelle. Puis, il m'a regardé. Mélissa, tu es stable. Être stable, c'est bien. Tu t'en sortiras très bien. Très bien. Cette expression m'a suivi, pendant des années. Mais je n'avais plus besoin de leur approbation. J'avais James. J'avais une carrière que j'aimais. Coordinatrice de programme, dans une association d'encadrement pour les jeunes. J'avais ma propre vie. Ou du moins, c'est ce que je croyais. En juin 2025, Claire a publié une story Instagram, qui m'a fait l'effet d'un coup de poing au ventre. Une vidéo d'elle, sautant sur son lit, en poussant des petits cris. La légende disait, « Je viens de réserver l'opportunité de ma vie. Bali, j'arrive. » Certaines choses sont, tout simplement, écrites. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Claire était toujours en train d'aller, quelque part. Puis, le 15 juillet 2025, 3 mois avant mon mariage, ma mère m'a envoyé un texto. Appelle-moi, au sujet de la date. J'étais au travail. Je suis sorti, sous la chaleur du Texas. Le téléphone pressé, contre mon oreille. Salut, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Sa voix était tendue. C'est à propos de la date, de ton mariage. Qu'est-ce qu'elle a? Claire a réservé un voyage, une retraite de bien-être à Bali. C'est une immense opportunité pour elle. Elle va faire du réseau, avec de grandes marques, et créer du contenu. C'est non remboursable. J'ai senti ma poitrine se serrer. D'accord. C'est quand? Du 12 au 26 octobre. Un silence. Maman,
c'est la date de mon mariage. Je sais, mon cœur. C'est pour ça que je t'appelle. Peux-tu le déplacer? Peut-être en novembre, ou même au printemps, de l'année prochaine. J'ai fixé le parking. Une vague de chaleur ondulait sur l'asphalte. Maman, nous avons réservé la salle, il y a 18 mois. Nous avons envoyé les invitations à 200 personnes, en mai. Le contrat du fleuriste est signé. Ma robe est en cours de retouche. Tout est déjà bouclé. Je comprends, mais c'est important, pour Claire. Ce voyage a coûté 18 000 $. Mélissa, si elle annule, cet argent est perdu. 18 000 $, pour des vacances. J'avais économisé pendant 5 ans, pour m'offrir mon mariage. James et moi avions réussi à rassembler 52 000 $. Chaque dollar comptait, et il voulait que je jette tout ça par les fenêtres, pour le contenu Instagram de Claire. Non, ai-je dit, je ne changerai pas la date. Il y a eu une pause. Puis, la voix de ma mère est devenue froide. Mélissa, il s'agit de la famille. La carrière de Claire est en train de décoller. Ton mariage peut avoir lieu n'importe quand. Nous avons un contrat, maman. Nous perdrions des milliers de dollars. La salle. Je te rappellerai, a-t-elle dit, avant de raccrocher. Je suis resté là, dans la chaleur, le téléphone à la main, et j'ai senti la première fissure apparaître dans mon monde. 2 jours plus tard, mon père m'a appelé. Sa voix n'était pas chaleureuse, cette fois-ci. C'était la voix qu'il utilisait à la concession, lorsqu'une affaire tournait mal. Mélissa, il est question de la famille. La carrière de Claire est importante. Ce voyage à Bali lui permet de créer un réseau avec de grandes marques. Ton mariage peut avoir lieu à n'importe quel moment. Tu te montres égoïste. Égoïste. Ce mot a fait l'effet d'une gifle. Papa, nous avons signé un contrat. La salle. L'argent n'est pas la question, Mélissa. Le respect l'est. J'avais envie de crier, mais j'ai gardé une voix calme. Nous ne changerons pas la date. Il a expiré brusquement. Alors, nous avons un problème. Il a raccroché. Je suis resté planté dans mon appartement, en tremblant. James est entré dans la pièce, a vu mon visage, et m'a prise dans ses bras. Qu'est-ce qu'il a dit, a demandé James. Il m'a traité d'égoïste. James m'a serré, plus fort. Tu n'es pas égoïste. Tu te défends. C'est très différent. J'avais envie de le croire. Mais une partie de moi, cette partie qui avait passé 31 ans, à essayer d'obtenir l'approbation de mes parents, s'est dit que j'avais peut-être tort. Peut-être que je devrais, tout simplement, déplacer la date. Peut-être que j'étais en train de déchirer la famille. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Le 22 juillet, mes parents ont exigé une rencontre en personne. James et moi avons conduit jusqu'à leur maison, à Westlake Hills. La climatisation tournait à plein régime, mais je sentais de la sueur sur mes paumes. Claire était là, elle aussi, sur haut-parleur depuis Los Angeles, où elle logeait chez une amie. Je pouvais entendre des bruits de café en arrière-plan. Elle ne prenait même pas cela au sérieux. Ma mère était assise en face de nous, les mains croisées. Mon père se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. Nous avons trouvé un compromis, a déclaré ma mère, d'une voix mielleuse. Tu repousses le mariage à mai 2026. Nous t'aiderons à payer les frais de modification. Tout le monde y gagne. J'ai regardé James. Il m'a serré la main, sous la table. Les frais de modification s'élèveraient à 12 ou 15 000 $, ai-je répondu. Au minimum, et nous perdrions notre date. Nous devrions tout recommencer. Mon père s'est détourné de la fenêtre. Nous te proposons notre aide. Que veux-tu de plus? La voix de Claire a crépité à travers le haut-parleur. Je veux dire, j'ai déjà payé la compte pour Bali, donc. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Non, ai-je dit, la date est maintenue. Le visage de mon père s'est durci. Alors, nous avons un problème. La réunion s'est terminée 10 minutes plus tard. Alors que James et moi
marchions vers la voiture, ma mère se tenait dans l'embrasure de la porte, en pleurant. Mon père ne m'a même pas jeté un regard. Le lendemain matin, je me suis réveillé, avec un texto de mon père. Heure d'envoi, 6h52. Puisque tu as choisi cette voie, ne t'attends pas à notre soutien financier. Tu es livré à toi-même. Ta mère est dévastée. J'espère que tu es fier de toi. Les 120 000 $ que grand-mère et grand-père ont laissés, c'était pour un mariage qui honore la famille. Ce n'est pas le cas ici. Tu ne recevras rien de nous. Je l'ai lu 3 fois. Puis, je l'ai montré à James. Est-ce qu'ils peuvent faire ça, ai-je demandé. Légalement? La mâchoire de James s'est contractée. Je ne sais pas, mais nous allons le découvrir. Pendant 47 jours, mes parents ne m'ont pas adressé la parole. J'ai appelé ma mère 6 fois. Messagerie vocale. J'ai appelé mon père 4 fois. Directement sur la messagerie vocale. J'ai envoyé des textos. Les confirmations de lecture montraient qu'il les avait vus. Aucune réponse. Le 10 août, j'ai envoyé un texto à ma mère. Maman, est-ce qu'on peut parler? Tu me manques. Lu à 14h17. Aucune réponse. Le 24 août. J'aimerais tellement que vous soyez là tous les deux, au mariage, s'il vous plaît. Distribué, mais non lu. Pendant ce temps, Claire a publié 34 posts sur Instagram, concernant la préparation de son voyage à Bali. Mes parents ont aimé chacune de ces publications. Ils ont commenté, tellement fier de toi, chérie, et tu mérites tellement ça. Ils n'ont pas prêté la moindre attention à mes publications de compte à rebours, pour mon mariage, pas même une seule fois. James m'a regardé, sombré. Il me serrait dans ses bras, quand je pleurais. Il me préparait du thé, quand je n'arrivais pas à dormir. Et il a commencé à faire quelque chose, dont je n'ai eu connaissance, que bien plus tard. Il a commencé à fouiller. Le 8 septembre, mon téléphone a sonné. Ma mère. Mon cœur a bondi. Allô. Des grésillements. Puis, sa voix, glaciale. Nous viendrons au mariage, mais ne t'attends pas à ce que nous soyons heureux d'y être. Je me suis assise sur le canapé. Maman, je veux juste. Ton père et moi en avons discuté. Nous serons là, parce que la famille doit répondre présente, mais nous ne ferons pas semblant que tout va bien. Tu as fait passer ta date avant les rêves de ta sœur. Les actes ont des conséquences. Elle a fait une pause. Nous ne participerons pas aux photos tant que tu ne te seras pas excusé auprès de Claire, et nous ne contribuerons pas financièrement. C'est pour t'apprendre l'humilité, Mélissa. Humilité. Le mot de mon père, devenu maintenant celui de ma mère. J'avais envie de dire, vous me punissez, parce que je pose des limites. J'avais envie de dire, ce n'est pas de l'humilité. C'est du contrôle. Mais je me suis contenté de dire, d'accord. Elle a raccroché. Je suis resté assise là, le téléphone à la main, et je me suis senti plus vide que je ne l'avais jamais été. 8 jours avant le mariage, le 10 octobre 2025, j'ai reçu un email de Jenna Morrison, la coordinatrice de la salle. Objet, urgent, instruction contradictoire. Je l'ai ouvert. Bonjour Mélissa, j'espère que vous allez bien. Je vous contacte, car j'ai reçu des communications contradictoires concernant votre événement du 18 octobre. Je voulais clarifier la situation directement avec vous, avant de procéder. Veuillez consulter les emails ci-joints. Merci de m'indiquer comment vous souhaitez que je gère cela. Cordialement, Jenna. En pièce jointe, il y avait 3 emails, tous venant de ma mère. Email numéro 1, du 3 septembre 2025. Bonjour, ici Diane Unoa, la mère de la mariée. Nous devons discuter du report de l'événement du 18 octobre à 2026. Quelles sont nos options? Veuillez m'appeler dans les plus brefs délais. Email numéro 2, du 15 septembre 2025. Jenna, je comprends qu'il y a des pénalités, mais c'est une affaire de famille. Vous pouvez, sûrement, trouver un arrangement avec nous. La mariée fait une erreur, et nous essayons de la protéger.
Merci de m'informer. Email numéro 3, du 2 octobre 2025. Ce mariage ne doit pas avoir lieu, à cette date. Je vous demande, en tant que mère de la mariée, de nous aider, à empêcher cette erreur. Appelez-moi immédiatement. J'ai senti, mon sang se glacer. Elle avait essayé d'annuler, mon mariage dans mon dos, à 3 reprises. J'ai transféré l'email à James, et j'ai tapé, elle a essayé d'annuler notre mariage. Il m'a appelé immédiatement. Mélissa, a-t-il dit, la voix basse et maîtrisée. Nous devons parler, ce soir. Je travaille sur quelque chose. Comment ça? Je t'expliquerai, quand je rentrerai à la maison. Mais Mélissa, il a fait une pause, c'est plus grave, que tu ne le penses. Ce soir-là, James est rentré, avec son ordinateur portable. Il l'a posé, sur la table de la cuisine, et a tiré une chaise pour moi. J'ai besoin que tu me fasses confiance, a-t-il dit. C'est le cas. Bien, parce que j'ai passé les 3 dernières semaines, à fouiller dans les finances, de ta famille. J'ai cligné des yeux. Quoi? James est analyste financier, chez Frost Bank. Il a accès, à des outils de recherche, que la plupart des gens n'ont pas, et il s'en était servi. Le fonds en fiducie de tes grands-parents, a-t-il dit, les 120 000 $. Je voulais voir, si tes parents pouvaient, réellement, les retenir. Et il a tourné l'écran de l'ordinateur, vers moi. Des relevés bancaires, des registres de comptes, des écritures surlignées. En janvier 2025, le fonds en fiducie affichait un solde de 120 000 $. Exactement ce que tes grands-parents ont laissé. J'ai hoché la tête. Le 18 juillet 2025, il y a eu un retrait. De 80 000 $. Mon estomac s'est noué. Quoi? Il a cliqué, sur la page suivante. Bénéficiaire, Claire R1 Zuta. Motif, avance sur distribution de mariage. Je n'arrivais plus à respirer. Claire n'est même pas fiancée, ai-je chuchoté. Je sais. J'ai fixé l'écran. Le 18 juillet, soit 5 jours avant la réunion de famille. 5 jours avant qu'ils n'exigent que je déplace la date de mon mariage. Ils avaient déjà volé l'argent, avant même de me le demander. James a ouvert un autre document. Les documents de la fiducie de 2019, le testament de mes grands-parents. Il a lu à voix haute, fonds de mariage, de 120 000 $, à distribuer au premier petit enfant, lors de son mariage, à utiliser pour les frais de mariage, l'apport pour une première maison, ou l'installation conjugale, selon ce que le bénéficiaire jugera approprié. Il m'a regardé. C'est toi, Mélissa, pas Claire. C'est toi. Mais ils sont les administrateurs, ai-je dit. Ce sont eux qui contrôlent l'argent. Ils sont censés agir dans ton meilleur intérêt. Ça, il a pointé du doigt l'écran, c'est un manquement à l'obligation fiduciaire. Ils ont donné 80 000 $ à quelqu'un qui n'est même pas le bénéficiaire. C'est illégal. J'ai senti quelque chose basculer à l'intérieur de moi. Pas de la tristesse, ni de la colère, mais quelque chose de plus froid, de la clarté. Qu'est-ce qu'on fait, ai-je demandé. James a ouvert un autre dossier sur son ordinateur. Nous montons un dossier, et ensuite, lors de la réception, nous montrons à tout le monde exactement ce qu'ils ont fait. Je l'ai dévisagé. Tu veux les exposer à notre mariage. Ils t'ont abandonné. Ils ont essayé d'annuler ton mariage. Ils ont volé ton héritage. Mélissa, sa voix s'est brisée. Ils t'ont humilié devant 200 personnes. Tout le monde mérite de connaître la vérité. J'ai pensé à mes grands-parents. J'ai pensé au fonds de fiducie qu'ils avaient laissé. Pas pour que mes parents le contrôlent, mais pour que je puisse construire ma vie. D'accord, ai-je dit. Faisons-le. Au cours de la semaine suivante, James a tout rassemblé. Les relevés bancaires, montrant le transfert des 80 000 $ à Claire, les documents de la fiducie, avec la clause du bénéficiaire surlignée. Les emails de sabotage, de ma mère à la salle, les textos de mes parents. Tu ne recevras rien de nous. C'est pour t'apprendre l'humilité. Les captures d'écran, des posts Instagram de Claire, y compris celui du 20 juillet, soit 2 jours seulement,
après qu'elle ait reçu l'argent, la montrant en train de réserver des billets de première classe pour Bali. La légende disait « Je me fais plaisir, parce que je le mérite ». James a créé une présentation PowerPoint. 22 diapositives. Diapositive de titre. Le prix de l'humilité. Ce que la famille Unoa ne veut pas que vous sachiez. Ça va les détruire, ai-je dit. James m'a regardé. Ils ont détruit ton mariage en premier. Le 17 octobre, la veille du mariage, James a demandé « dernière chance » pour faire marche arrière. Nous pouvons simplement nous marier et passer à autre chose. J'ai pensé à ma grand-mère. J'ai pensé au fonds de fiducie qu'elle avait laissé à mon nom. J'ai repensé aux mots que mon père avait utilisés. Humilité, conséquence, famille. Nous allons tout leur montrer, ai-je répondu. Puis, James a découvert une dernière chose. À 23 heures, il m'a appelé, dans le salon. Son ordinateur était ouvert. Un autre virement bancaire était à l'écran. Regarde ça, a-t-il dit. 10 septembre 2025. Soit 3 jours après que ta mère est appelée pour dire qu'ils assisteraient au mariage, mais sans être heureux. Montant du virement, 15 500 $. Motif, forfait extension Bali Insuta, plus excursion. Compte d'origine, le compte personnel Chase, de ton père. J'ai ri. Un rire cassé. Presque hystérique. Ils ont payé son voyage, ai-je dit, après m'avoir puni. Après avoir dit qu'ils n'avaient pas d'argent, ils ont payé 15 000 $ pour les vacances de Claire. James a passé son bras autour de mes épaules. Demain, tout le monde saura. 18 octobre 2025. Je me suis réveillé à 6h15 dans la suite nuptiale du Barton Creek Resort. Mon cœur battait la chamade avant même que j'ouvre les yeux. Rendez-vous chez le coiffeur à 8h, cérémonie à 16h, réception à 19h, et, quelque part entre ces moments, mes parents arriveraient, ou pas. J'ai vérifié mon téléphone. Aucun message. Au Banque Salon, sur Congress Avenue, mes demoiselles d'honneur essayaient de détendre l'atmosphère. Jess, ma demoiselle d'honneur, a apporté des mimosas. La sœur de James racontait des blagues nulles, mais je n'arrivais pas à me concentrer. À 9h47, Claire a publié une story sur Instagram. Une vidéo d'elle, sur une plage, à Positano, en Italie. Apparemment, elle avait prolongé son voyage à Bali, pour en faire une véritable tournée européenne. La légende disait, parfois, il faut savoir se choisir soi-même, vivre ma vérité, aucun regret. Jess a vu mon visage. Ne regarde pas sa page. Trop tard. Mais honnêtement, cela a rendu ce que nous nous apprêtions à faire encore plus facile. À 14h, j'étais de retour dans la suite nuptiale, à contempler ma robe. Ligne à ivoire, manche en dentelle, 3200 $. Je l'avais payée, moi-même. Ma mère était censée m'aider à l'enfiler. À la place, c'est Jess qui a fermé la fermeture éclair. J'ai mis le collier de perles de ma grand-mère, celui qui provenait de son héritage. Il semblait lourd contre ma clavicule. Je me suis regardé dans le miroir. Grand-mère serait fière, ai-je chuchoté. Jess m'a prise dans ses bras. Ta mère rate tout ça. C'est tant pis pour elle. À 14h33, mon téléphone a vibré. Un texto de ma mère. Nous serons là, mais ne t'attends pas à des sourires. J'ai éteint mon téléphone. À 15h45, quelqu'un a frappé à la porte. L'oncle Tom, le jeune frère de mon père, 58 ans, propriétaire d'une entreprise de climatisation, le genre de gars qui répond toujours présent quand on a besoin de lui. 2 jours plus tôt, je l'avais appelé pour lui demander s'il accepterait de m'accompagner jusqu'à l'hôtel. Mon père avait refusé. L'oncle Tom a dit oui, immédiatement. Ton père fait une erreur, Mélissa. J'en serais honoré. Maintenant, il se tenait dans l'embrasure de la porte, dans son costume, les yeux un peu rouges. Prête, ma grande, a-t-il demandé. J'ai pris son bras. À travers la fenêtre, je pouvais voir les invités arriver, y compris mes parents.
Au dernier rang, tout au fond à gauche, loin de tout le monde. 2 sièges vides, au premier rang, là où ils auraient dû être assis. À 16 heures, la cérémonie a commencé. Le pavillon panoramique était parfait. Des guirlandes lumineuses, des vues sur les collines. 200 chaises blanches, disposées en rangées. 178 personnes se sont réellement présentées. Certains parents éloignés avaient déjà entendu parler du drame et étaient restés chez eux. Le canon de Pachelbel a retenti. Mes demoiselles d'honneur ont descendu l'allée. La petite fille aux fleurs, la nièce de James, âgée de 6 ans, a parsemé des pétales. Puis, ça a été mon tour. L'oncle Tom et moi avons marché. Je n'ai pas regardé vers le dernier rang. J'ai gardé les yeux fixés sur James. Il se tenait à l'autel, dans son costume gris. Et quand nos regards se sont croisés, il a articulé, sans faire de bruit, « Tu vas y arriver ». Le pasteur Mike, notre officiant, a souri. Bien-aimés, nous sommes réunis, ici aujourd'hui. La cérémonie s'est déroulée. Une lecture des Corinthiens, une prière. Puis, le pasteur Mike a prononcé les mots que tout officiant prononce. Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant, ou se taise à jamais. Un silence, puis, un mouvement. Au dernier rang. Mon père s'est levé. Des halètements ont parcouru la foule. Le pasteur Mike a cligné des yeux. Monsieur, ce n'est pas la voix de mon père, a fendu l'air, assez fort, pour que tout le monde puisse l'entendre. Mélissa, ta mère et moi, nous partons. Réfléchis bien à ce que tu as fait, à cette famille. Nous ne participerons pas à cette erreur. Ma mère s'est levée à côté de lui, sanglotant, de manière théâtrale et bruyante. Ils ont remonté l'allée centrale. Les talons de maman claquaient contre la pierre. La main de papa, placée sur son dos, pour la guider. Les 50 personnes de la branche familiale Inzuta sont restées pétrifiées, la bouche grande ouverte, certaines pleurant. Plus personne ne respirait. Le silence a duré 45 secondes. Cela a semblé durer 45 ans. Puis, l'oncle Tom, qui tenait toujours mon bras, s'est penché vers moi et a chuchoté « Continue, ma chérie ». J'ai regardé le pasteur Mike. Ma voix est sortie calmement « Continuez, s'il vous plaît ». Le pasteur Mike a hoché la tête, s'est raclé la gorge, et a repris « L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. » Nous avons échangé nos vœux. James tenait mes mains. Sa voix était assurée, mais quand il est arrivé à la fin, il a improvisé. Mélissa, ta force m'inspire une grande humilité. Aujourd'hui, devant toutes les personnes ici présentes, je promets de toujours prendre ta défense. Toujours, peu importe qui regarde. J'ai senti les larmes piquer mes yeux. Nous avons échangé les alliances. Le pasteur Mike a souri. Je vous déclare, à présent, mari et femme. Nous nous sommes embrassés. La foule a applaudi, certains pleuraient, d'autres étaient encore sous le choc. En remontant l'allée, j'ai vu la tante Rachel, la sœur aînée de mon père. Elle pleurait à chaudes larmes. Elle a articulé, sans bruit, « Je suis tellement désolé ». Je lui ai souri, car dans 4 heures, les excuses ne seraient plus nécessaires. C'est la justice qui le serait. Le cocktail, de 16h30 à 17h30. La terrasse surplombait les collines. Le coucher du soleil commençait à teinter le ciel de rouge. Les invités buvaient du vin, mangeaient des amuse-bouches, et chuchotaient « Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils vont revenir? Je ne peux pas croire qu'ils soient simplement partis. » J'ai répondu la même chose à tous ceux qui posaient la question, ils ont fait leur choix. James circulait à travers la foule, calme et posé. Mais je l'ai vu regarder sa montre. 19h, le dîner. 20h15, les discours. C'est à ce moment-là que ça arriverait. À 17h45, la photographe a demandé à faire les photos de famille. Seulement du côté de James, ai-je dit. Elle a eu l'air confuse. Et pour seulement son côté. James a réajusté sa cravate, avec un air déterminé.
À 18h30, nous sommes entrés dans la grande salle de bal. La transformation était époustouflante. Des guirlandes lumineuses s'entrecroisaient au plafond. Des guirlandes d'eucalyptus drapaient les tables. 20 tables rondes, de 10 places chacune. Le DJ nous a annoncé. Mesdames et messieurs, pour la toute première fois, Monsieur et Madame James Peterson. Des acclamations. Des applaudissements. Nous avons dansé sur Thinking Out Loud d'Ed Sheeran. Pendant 3 minutes et 40 secondes, les choses semblaient presque normales, à l'exception de la table numéro 3. À l'avant, à gauche. La table des parents. 2 chaises vides, avec les cartons nominatifs, toujours en place. Laurence Unoa, Diane Unoa. Tout le monde l'a vu. Le dîner a été servi, à 19h. Filet mignon, ou bar du Chili. Salade, plat principal, et en dessert, tiramisu. Je n'arrivais pas à manger. James, non plus. Nous attendions. À 20h10, James s'est excusé. Je vais aux toilettes, a-t-il dit. Il est allé à la cabine du DJ, a installé son ordinateur portable, et l'a connecté à l'écran de projection, celui que nous avions loué, pour un diaporama de photos. Il a chargé, la présentation PowerPoint, est revenu à notre table, et a serré ma main. Dernière chance. Fais-le. À 20h15, les discours ont commencé. Cole, le témoin de James, a raconté des anecdotes amusantes, sur lui. 6 minutes, de rire. Jess, mademoiselle d'honneur, a raconté de belles histoires, sur notre amitié. 5 minutes, de larmes. Puis, le DJ a annoncé, et maintenant, un message spécial, de la part du marié. James s'est levé, et a pris le micro. La salle s'est tue. Il m'a regardé. J'ai hoché la tête. Il s'est tourné, pour faire face à l'assistance. 165 personnes. Merci à tous, d'être présents ce soir, a-t-il dit. Surtout ceux, qui sont restés, après l'interruption, de tout à l'heure. Quelques rires nerveux. Je ne suis généralement pas adepte, des discours en public, a poursuivi James. Mais aujourd'hui, il s'est passé une chose, que je ne peux pas ignorer, et vous ne le devriez pas, non plus. Il a cliqué sur un bouton. L'écran de projection s'est allumé derrière lui. Diapositive de titre, texte blanc sur fond noir. Le prix de l'humilité. Les gens se sont penchés en avant. La voix de James était ferme, calme, redoutable. Le père de Melissa lui a dit qu'elle devait apprendre l'humilité. Sa mère a dit que ce mariage lui apprendrait les conséquences. Eh bien, laissez-moi vous montrer ce que l'humilité coûte réellement, et qui en a payé le prix. Clic. Diapositive numéro 2. Une photo. En noir et blanc. 1956. Mes grands-parents, le jour de leur mariage. C'est là que l'histoire commence, a déclaré James. Les diapositives 3 à 6 montraient les documents de la fiducie, des extraits du testament, de mes grands-parents. Le texte était surligné, en jaune. Fonds de mariage de 120 000 $ à distribuer au premier petit enfant, lors de son mariage. James l'a lu à haute voix, lentement. En 2019, les grands-parents de Melissa sont décédés. Ils ont laissé un fonds en fiducie, 120 000 $, spécifiquement pour le mariage, de leur premier petit enfant. C'est Melissa. Il a fait une pause. Pas sa sœur, Claire. Melissa. La salle était, d'un silence absolu. Voici, ce que ses parents, en ont fait. Clic. Diapositive, c'est un relevé bancaire. 18 juillet 2025. Montant du transfert, 80 000 $. Bénéficiaire, Claire R1 Zuta. Motif, avance sur distribution de mariage. Des exclamations étouffées. Les gens murmuraient, les têtes se tournaient. James a laissé l'information infuser, pendant 5 secondes, puis a continué. 80 000 $ donnés à Claire, qui n'est même pas fiancée, 2 mois avant le mariage de Melissa, alors que ses parents disaient à Melissa qu'elle ne recevrait rien. Clic. Diapositive 8 à 11. Capture d'écran Instagram.
Les publications de Claire. Bali. Les vols en première classe. Les complexes hôteliers de luxe. La légende du 20 juillet, je me fais plaisir, parce que je le mérite. Puis, une autre publication, le 12 octobre. Encore Bali. Les dates chevauchant, celle de mon mariage. Puis, la publication d'aujourd'hui. Positano, Italie. Parfois, il faut savoir se choisir soi-même. La voix de James s'était refroidie. Laurence et Diane Unoa ont dit à Melissa qu'elle était égoïste de ne pas déplacer son mariage. Un mariage qu'elle avait réservé, 18 mois à l'avance, pour les vacances de Claire. Des vacances qu'ils ont ensuite payé 15 000 $ pour les prolonger. Clic, diapositive 12. Un autre virement bancaire, daté du 10 septembre 2025. Montant, 15 500 $. Motif, c'est un Zuta forfait extension Bali. Après avoir puni Melissa, a déclaré James, après avoir prétendu qu'il n'avait pas d'argent, ils ont dépensé 15 000 $ pour le contenu Instagram de Claire. La tante Rachel s'est levée. Sa main couvrait sa bouche. Elle a chuchoté quelque chose que je n'ai pas pu entendre. 3 personnes, à sa table, ont commencé à pleurer. James est passé aux diapositives 13 à 15. Les emails de ma mère à la coordinatrice de la salle. Il les a lus à haute voix. Chaque mot. Ce mariage ne doit pas avoir lieu à cette date. Je vous demande de nous aider à empêcher cette erreur. Envoyé le 2 octobre, 16 jours avant le mariage, par ma propre mère. Les gens ont eu le souffle coupé. Quelqu'un a dit « Oh mon Dieu ». L'oncle Tom s'est levé, a regardé la chaise vide, là où son frère aurait dû se trouver, et a dit, assez fort pour que tout le monde l'entende, « Laurence, espèce de fils de pute ». Puis, il s'est rassis. James a continué. Diapositive 16 à 18. Le texto de ce matin, envoyé par ma mère. La capture d'écran, projetée sur l'écran. Nous serons là, mais ne t'attends pas, à des sourires. Ensuite, un extrait vidéo de 10 secondes, provenant de la cérémonie. Mon père, debout. Sa voix, Melissa, nous partons. Réfléchis bien à ce que tu as fait, à cette famille. L'audio était d'une clarté absolue. Un arrêt sur image. Le visage de ma mère, sanglotant de façon théâtrale. James l'a laissé tourner 2 fois. Et puis aujourd'hui, devant 200 personnes, Laurence Unoa s'est levée, pendant la cérémonie de mariage, de sa propre fille, et a dit cela. Il a montré l'écran du doigt. Avant de s'en aller, parce que Melissa ne voulait pas changer sa date, pour des vacances, qu'il a payées avec l'argent de son héritage. Le silence était si complet, que je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. Diapositive 19 à 21. Le bilan financier. Coût du mariage, 52 000 $ au total. Détaillé. La salle, 18 500 $. Le traiteur, 16 000 $. La photographie, 5 800 $. Les fleurs, 3 200 $. La robe, 3 200 $. Tout le reste s'additionnant, pour former le montant restant. Payé par les économies de Melissa, 22 000 $. Les économies de James, plus l'héritage de sa grand-mère, 30 000 $. Contribution des parents, 0 $. La voix de James était basse maintenant, presque un murmure, mais le microphone la portait. Melissa est coordinatrice de programme pour une association à but non lucratif. Je suis analyste financier. Nous avons économisé pendant 5 ans. J'ai utilisé l'argent que ma grand-mère m'a laissé à son décès l'année dernière. Les parents de Melissa, qui possèdent 3 concessions automobiles et dont la valeur nette s'élève à 4,5 millions de $, n'ont absolument rien contribué. Il a fait une pause. Correction. Ils ont contribué à hauteur de 80 000 $, qu'ils lui ont pris. Clic, diapositive 22. Diapositive finale. Texte blanc, sur fond noir. Melissa n'a pas appris l'humilité, aujourd'hui. Elle a appris qui est véritablement sa famille. James a posé le micro, s'est avancé vers moi, et m'a tendu la main.
Je me suis levé. Il s'est adressé à la salle, une dernière fois. Si quelqu'un souhaite obtenir des copies de ces documents, à des fins légales ou autres, j'ai 3 dossiers ici. Venez me voir, après. Il a déposé 3 chemises cartonnées sur la table. Puis, il s'est assis, à côté de moi. La salle est restée silencieuse. 5 secondes, 10 secondes. Puis, la tante Rachel s'est levée. Elle a commencé à applaudir, lentement d'abord, puis plus vite. L'oncle Tom s'est levé en applaudissant, puis les parents de James, puis, table après table. 165 personnes se sont levées pour applaudir. Pas pour nous, mais pour la vérité. L'ovation a duré 90 secondes. Une fois l'ovation terminée, ce fut le chaos. 15 personnes ont attrapé leur manteau et sont parties. Des cousins éloignés, du côté Inzuta, quelques amis de golf de mon père, des gens qui ne pouvaient pas supporter ce qu'ils venaient de voir. La tante Rachel s'est approchée de moi, son mascara coulant sur ses joues. Je ne savais pas, a-t-elle dit, en sanglotant. Je le jure devant Dieu, Mélissa, je ne le savais pas. L'oncle Tom a pris James dans ses bras. Tu as bien agi, mon garçon. Ma cousine Jennifer, la nièce de mon père, est sortie en trombe, le téléphone collé contre son oreille. À travers la fenêtre, je l'ai regardée faire les 100 pas, en gesticulant de manière frénétique. Elle hurlait sur quelqu'un, probablement, sur mon père. Mon téléphone, mis en sourdine sur la table, s'est illuminé, comme un sapin de Noël. 37 notifications de texto. Le téléphone de James, 28. Il l'a éteint. Pas ce soir, a-t-il dit. Ce soir, on danse. Le DJ, après une pause gênante, a dit « d'accord. Continuons cette célébration. » Il a mis la chanson « Uptown Funk ». La piste de danse a explosé. Les gens avaient besoin de se défouler. L'énergie était incroyable. Les rires résonnaient plus fort. Les danses étaient plus intenses. C'est devenu, sincèrement, la meilleure fête à laquelle j'ai jamais assisté. À 21h45, Cole a attrapé le micro, pour un deuxième discours, totalement improvisé. À James, pour avoir eu le courage, et à Melissa, pour avoir de la colonne vertébrale, et à nous tous, pour avoir assisté au discours de mariage le plus légendaire de toute l'histoire. Santé. La salle a explosé de joie. À 23h42, les derniers invités partaient. La tante Rachel m'a serré dans ses bras, une dernière fois. Ta grand-mère serait tellement fière, a-t-elle dit. Pas pour l'argent, mais pour toi. C'est à ce moment-là que j'ai finalement pleuré. Des larmes de joie. À minuit, nous étions de retour dans la suite nuptiale. James a rallumé son téléphone. 4 messages vocaux. Un de l'oncle Tom. James, appelle-moi demain. J'ai besoin de copies de ces documents. 3 autres messages, de numéros inconnus. Il a mis le 3e sur haut-parleur, la voix d'une femme. Bonjour, ici Amanda Chen, de la chaîne d'information KVUE. Nous avons reçu un tuyau concernant un incident survenu lors d'un mariage, ce soir, impliquant Laurence Inzuta, du groupe Unoa Auto. Pouvez-vous confirmer les faits, et nous faire part de vos commentaires? J'ai regardé James. Ça se propage déjà. Il m'a attiré contre lui. Bien. Que ça se propage. Que tout le monde sache ce qu'ils ont fait. Dimanche matin, 19 octobre, à 9h. Je me suis réveillé, avec mon téléphone, qui vibrait sans arrêt. 3 des cousins de James avaient publié un message concernant le discours, sur Facebook. L'histoire se répandait. Une des publications comptait déjà 2300 partages, à midi. Les commentaires étaient brutaux. C'est de la folie. Attaquez-les en justice. Boycottez les concessions Inzuta. Quelqu'un avait lancé un hashtag, Justice pour Melissa. Puis, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, avec l'indicatif régional d'Austin. J'ai répondu. Bonjour, Melissa. Ici Maître David Brennan. Je suis spécialisé dans les litiges liés aux fiducies. J'ai vu ce qui s'est passé hier soir.
J'aimerais vous représenter. Pro bono. Mardi 21 octobre. James et moi avons rencontré David Brennan dans son bureau du centre-ville. Au 7e étage, avec des baies vitrées, surplombant la ville. Il avait 55 ans, des cheveux argentés, et portait un costume élégant. Il pratiquait le droit des successions depuis 25 ans. Il a tout examiné. Les documents de la fiducie, les relevés bancaires, les emails, les textos, tout cela pendant 90 minutes. Puis, il a levé les yeux. « Vous avez un dossier en béton », a-t-il affirmé. « Pourquoi exactement ?» ai-je demandé. « Manquement à l'obligation fiduciaire. Vos parents, en tant qu'administrateurs, ont violé leur obligation légale d'agir, dans votre meilleur intérêt. Cette distribution de 80 000 $, à Claire, est illégale. Vous avez droit à la restitution intégrale, des fonds de la fiducie, plus des dommages et intérêts punitifs. » Il a fait quelques calculs rapides sur un bloc-notes juridique. J'estime un règlement de 193 000 $. 120 000 $ de la fiducie d'origine, 55 000 $ en dommages punitifs, et 18 000 $ en frais d'avocat. J'ai eu des vertiges. Combien de temps cela prendra-t-il, s'ils acceptent un accord? 2 semaines. S'ils se battent, il a esquissé un sourire sinistre. 6 mois. Mais ils accepteront un accord. La mauvaise publicité à elle seule les y obligera. Jeudi 23 octobre. 5e jour, après le mariage. David a déposé la plainte devant le tribunal de district du comté de Travis. Chef d'accusation, manquement à l'obligation fiduciaire, appropriation illicite et enrichissement sans cause. Demande 193 000 $. Numéro de dossier D1 GN 25-004932. Les documents ont été signifiés à mes parents le vendredi 24 octobre. À 15h15, j'ai reçu un texto de l'oncle Tom. Ton père vient de m'appeler. Il est furieux. Il dit que tu es en train de détruire le nom de la famille. Je lui ai répondu, c'est toi qui l'as détruit, quand tu as tourné le dos à ta propre fille. Il m'a raccroché au nez. Samedi 25 octobre. J'ai tapé sur Google, Unoa Auto Group. 47 nouveaux avis, d'une seule étoile. Exemple, le propriétaire vole sa propre fille. Lui confieriez-vous votre argent? Un autre, valeur familiale? Plutôt des mensonges familiaux. Je n'achèterai jamais ici. Les avis continuaient de s'accumuler. Dès le lundi 27 octobre, le journal Austin American Statesman avait repris l'histoire. Titre à la une, le propriétaire d'une concession locale, poursuivi par sa fille, pour un fonds de mariage volé. La chaîne KVU a diffusé un reportage de 2 minutes. Ils ont interviewé l'oncle Tom à la caméra. Il a déclaré, mon frère a commis une terrible erreur. Il a laissé l'orgueil et le favoritisme détruire sa relation avec sa fille, et maintenant, il en subit les conséquences, tant sur le plan juridique que social, comme il se doit. Selon les sources internes de l'oncle Tom, les ventes dans les concessions avaient chuté de 35% cette semaine-là. Mardi 29 octobre. David a appelé. Ils veulent faire une médiation. Leur avocat m'a contacté ce matin. Ils sont prêts à conclure un accord. Je n'ai rien ressenti, aucune victoire, juste de la fatigue. D'accord, ai-je dit. Finissons-en. Le 5 novembre, soit 2 semaines après le mariage, la médiation a eu lieu, dans un immeuble de bureau neutre. Un juge à la retraite a agi en tant que médiateur. L'avocat de mes parents était sur la défensive, agressif. David était calme et méthodique. Il avait des preuves, pour tout. 4 heures, de 9 h à 13 h. Mes parents ne sont jamais entrés dans la pièce où je me trouvais. Nous sommes restés dans des pièces séparées pendant tout ce temps. Le médiateur faisait des allers-retours. Finalement, une offre a été faite. 193 000 $. La totalité de la somme. Le médiateur est entré dans ma pièce. Ils ont une seule demande. Pas de conférence de presse, et plus aucune publication sur les réseaux sociaux. Vous prenez l'argent, ils en tirent la leçon, et tout le monde passe à autre chose.
David m'a regardé. J'ai réfléchi, un instant. Ajouter une condition supplémentaire. Des excuses écrites et signées, où ils reconnaissent ce qu'ils ont fait. 30 minutes d'attente. Le médiateur est revenu. Ils sont d'accord. Les excuses seront rédigées, dès demain. Les fonds seront transférés, dans un délai de 5 jours ouvrables. Je me suis levé. James a tenu ma main. Nous sommes sortis. C'était terminé. Vendredi 8 novembre. Les excuses sont arrivées, par courrier recommandé. Une page dactylographiée, signée par tous les deux. Nous, Laurence et Diane Inzuta, reconnaissons que nous avons laissé, le favoritisme et la fierté, guider nos actions, concernant le mariage de Mélissa, et le fonds en fiducie, établi par nos parents. Nous avons trahi, la confiance qu'ils avaient placée en nous, en tant qu'administrateurs. Nous avons échoué, dans notre rôle de parents, envers Mélissa. Nous sommes profondément désolés. Je l'ai lu une fois, sans rien ressentir. James a demandé, est-ce que c'est suffisant? Ce ne sont que des mots, ai-je répondu. Les 193 000 $, c'est ça, la justice. Ça, ce n'est que du papier. Je l'ai classé dans un tiroir. Je n'y ai jamais répondu. Mardi 12 novembre. L'argent est arrivé, sur notre compte. Virement bancaire. Motif, règlement. Inzuta contre Unoa. Solde, 193 000 $. J'ai fixé l'écran, pendant un long moment. Puis, j'ai commencé, à regarder les maisons. 6 mois plus tard. En avril 2026, James et moi avons acheté notre première maison. 3 chambres, 2 salles de bain, à Buda, au Texas. Prix d'achat, 385 000 $. Apport initial de 55 000 $, provenant du règlement. Pour le reste, nous avons contracté un prêt hypothécaire, comme des gens normaux. J'étais enceinte, de 12 semaines. Nous n'avions pas adressé la parole, à mes parents, depuis la médiation. Aucun appel, aucun texto, le silence complet. Le nombre d'abonnés de Claire, sur Instagram, était tombé à 91 000. Elle avait perdu 65 000 abonnés. Plusieurs marques l'avaient lâchée, lorsque l'histoire était devenue virale. Elle publiait moins souvent, désormais. Les légendes étaient différentes, beaucoup moins confiantes. Le dimanche de Pâques, 20 avril. La tante Rachel nous a invités à dîner. L'oncle Tom était là. Les parents de James, et quelques cousins. Au moment du dessert, la tante Rachel a dit doucement, « Ton père prend de tes nouvelles, par l'intermédiaire de ton oncle. Il souhaite rencontrer le bébé, quand il naîtra. » J'ai posé ma fourchette. Peut-être, s'il le mérite. Des actes, pas des paroles. L'oncle Tom a hoché la tête. C'est juste. Cette nuit-là, James et moi étions assis, dans la chambre du bébé. Nous étions en train de la peindre. Des murs d'un jaune doux, un berceau que nous avions assemblé, ensemble. Il lisait des documents de fiducie, des nouveaux, ceux que nous étions en train de créer, pour notre enfant. Qu'est-ce qu'on devrait mettre, dans notre testament, a-t-il demandé. Pour ce petit? J'ai pensé à mes grands-parents, au fonds de fiducie qu'ils avaient laissé, et à la façon, dont il avait été utilisé comme une arme, contre moi. J'ai souri. Que dirais-tu de « utilise ceci, pour construire une vie, qui te rend heureux, pas pour nous, mais pour toi ». James m'a embrassé. C'est parfait. Si vous écoutez ceci, et que votre famille utilise l'argent pour vous contrôler, utilise l'humilité pour vous faire taire, et utilise la culpabilité pour vous manipuler, documentez tout. Connaissez vos droits, légaux. Prenez un avocat, si vous en avez besoin. Et n'oubliez pas, parfois, la famille que vous construisez, est plus forte que la famille, dans laquelle vous êtes né. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes toujours dans cette maison, et nous peignons toujours la chambre, du bébé. Mes parents ont envoyé un cadeau, la semaine dernière. Je l'ai retourné. Peut-être qu'un jour, il y aura une réconciliation. Ou peut-être pas. Mais j'ai appris une chose, ce jour-là au pavillon panoramique, sous le regard de 165 personnes, et de 2 chaises vides, au premier rang. Certaines familles, on y naît, d'autres, on les construit.
La nôtre.